Et si on faisait un petit tour dans l'espace ce matin, Eva Soto, ça vous tente ? J'y vais tout de suite. Allez, on part maintenant. Et oui, beaucoup de choses se passent au-dessus de nos têtes. Et il y a comme un air de seconde guerre froide qui se profile à l'horizon, puisque c'est sans doute la fin d'une grande période de l'exploration spatiale. On l'apprenait hier, la Russie va quitter la Station spatiale internationale après 2024. C'est ce qu'a annoncé Yuri Borisov, le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos. Pourtant, on le rappelle, la Station spatiale internationale, la fameuse ISS, avait été créée par Moscou avec les États-Unis, une initiative commune, avant-gardiste de l'époque. La Russie compte ainsi désormais développer sa propre station orbitale. Mais d'ici à cette échéance, nous allons bien sûr remplir toutes nos obligations à l'égard de nos partenaires de l'ISS. Voilà ce qu'a précisé Yuri Borisov, toujours lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine diffusée à la télévision russe. Des vols conjoints entre l'Amérique et la Russie restent par ailleurs prévus dans les mois à venir. Alors, est-ce que cette décision est liée à l'invasion de l'Ukraine et au soutien apporté à Kiev par tous les autres pays qui administrent l'ISS ? Eh bien, on en parle ce matin avec vous, Eva. Et oui, situation compliquée pour la Russie, sachant que la station spatiale russe est l'une des rares coopérations entre Moscou et Washington. Mais depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie, tout est devenu complexe. Mi-juillet, les deux pays avaient pourtant annoncé reprendre leur vol conjoint vers l'ISS après une validation finale de la Russie. La NASA, l'agence spatiale américaine, a de son côté maintes fois assuré que la coopération se poursuivait sans encombre. Visiblement, d'autres choses se jouaient en coulisses. Visiblement, il faut le dire, les Russes ont longtemps été une pièce maîtresse de la Station spatiale internationale. Après l'arrêt des navettes spatiales américaines en 2011, les États-Unis étaient contraints d'envoyer leurs astronautes vers l'ISS en achetant à Roscosmos des sièges à bord des fameuses fusées Soyouz. Mais depuis la fin de ce monopole, avec le premier vol de SpaceX vers l'ISS en 2020, les équipages volent quasiment uniquement à bord des fusées de leurs pays respectifs. Et le dernier astronaute à avoir voyagé à bord d'une Soyouz est américain, Mark Van Hey, qui avait décollé en avril 2021. Il était rentré presque un an plus tard, également ramené par Moscou, alors que la guerre en Ukraine avait déjà commencé. Aujourd'hui, la Russie a d'autres projets, on l'a dit, la construction de sa propre station spatiale, mais aussi la création d'une base lunaire avec la Chine. Et c'est l'occasion ce matin de jeter un œil global sur la situation dans l'espace, s'intéresser notamment au cas d'Israël et à ses alliés. On l'apprenait par ailleurs cette semaine de juillet. Les Émirats arabes unis ont choisi leur premier astronaute arabe à partir en mission de station spatiale. Il s'agit de Sultan Al-Neyadi qui doit se rendre en mission pendant 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Al-Neyadi, 41 ans, a été sélectionné parmi 4000 candidats pour partir dès l'an prochain et sera donc le deuxième astronaute émirati à se rendre dans l'espace. Rappelons qu'un peu plus tôt ce mois-ci, le riche État du Golfe avait annoncé créer un fonds de 817 millions de dollars pour soutenir son secteur spatial et développer des satellites radars. Les Émirats arabes unis qui se rattrapent sur leurs voisins du monde, bien sûr, et notamment Israël, à la pointe de la technologie, on le sait, en matière de vol dans l'espace. D'ailleurs, on l'annonçait il y a quelques mois, les drapeaux d'Israël et des Émirats pourraient bientôt se retrouver côte à côte sur la Lune. Effectivement, selon un récent accord signé entre les deux pays, un Israélien et un Émirati devraient se rendre ensemble dès 2024 sur la Lune. Un autre pas en avant, bien sûr, dans les relations naissantes entre Jérusalem et Abu Dhabi depuis la signature des accords Abraham il y a 2 ans. Un accord exceptionnel qui devrait couvrir plusieurs projets spatiaux, y compris la collaboration à la mission israélienne Bereshit 2 sur la Lune d'ici 2 ans et demi. Le vaisseau spatial transportera en effet un satellite conçu conjointement par des étudiants des deux pays. Satellite visant à déterminer l'heure précise de la nouvelle Lune. Ce n'est pas un hasard puisque les calendriers juifs et musulmans sont régis par les calendriers lunaires, les dates des principales fêtes étant déterminées par le cycle justement de la Lune. Ouais, et un énorme projet Bereshit 2 qui prévoit de battre plusieurs records dans l'histoire mondiale de la cosmologie quand même, il faut le dire. Concrètement, un vaisseau mère sera lancé dans l'espace. Il y restera 5 ans et servira de plateforme pour des activités scientifiques, éducatives en Israël et dans le monde. Tout cela via une connexion à distance qui permettra notamment, on l'a dit, aux étudiants de plusieurs pays de participer à des recherches scientifiques dans l'espace. Projet financé notamment par la fondation de Patrick Drahi qui met beaucoup d'espoir dans ce nouveau projet.
Il faut rappeler que le premier vaisseau spatial Bereshit s'était écrasé sur la Lune en avril 2019. La sonde, pesant près de 585 kg, partie de Cap Canaveral en Floride, n'avait en effet pas pu atteindre sa destination. Après avoir lancé avec succès la séquence d'alunissage, le moteur principal était tombé en panne à quelques kilomètres pourtant au-dessus de la surface de la Lune, empêchant ainsi le vaisseau spatial de freiner correctement à temps pour amortir son alunissage. Et oui, malheureusement, Israël qui tente toujours d'évoluer, de progresser dans ce domaine. Il faut rappeler que l'agence spatiale israélienne, en hébreu Sornout Achalal HaIsraélite, a été fondée déjà le 19 septembre 1983. Donc c'est vrai, bien plus tard que les agences américaines et russes, par exemple, mais tout de même Israël qui a véritablement démarré ses activités spatiales en développant les infrastructures nécessaires pour la recherche et l'exploration spatiale. En 1988, Israël lançait ainsi le premier d'une longue série de satellites, le fameux OFEC, l'État juif qui devenait le 9e pays au monde à lancer donc un satellite avec son propre lanceur. Sont venus ensuite les nanosatellites pesant moins de 3 kg. Israël fut aussi le premier pays du Proche-Orient à fabriquer et lancer ses propres satellites espions. Une politique décidée après l'attaque surprise de plusieurs pays arabes en 1973 contre Israël, point de départ de la guerre de Kippour. Aujourd'hui à nouveau, Israël doit faire face à l'Iran qui dispose également de la capacité de mise en orbite de satellites. Tout à fait. On l'apprenait au mois de juillet 2022, ce mois-ci, il y a quelques jours, le lancement d'un satellite iranien dans l'espace à l'automne, ce qui inquiète forcément Jérusalem qui observe la situation de très près. En 2020 déjà, Téhéran avait lancé son premier satellite militaire baptisé Nour One pour les États-Unis comme pour Israël. Ce lancement prouvait que le programme spatial iranien était destiné déjà à des fins militaires plus que commerciales. L'Iran avait d'ailleurs lancé son premier satellite en 2009. Aujourd'hui, le pays dispose d'une gamme de 4 lanceurs légers dérivés de missiles balistiques nord-coréens. Mais, doit-on s'en rassurer, le programme spatial est ralenti par les sanctions internationales qui pèsent sur le pays. En tout cas, la coopération est de mise, et bien de mise entre Israël et d'autres nations. On l'a dit avec les Émirats arabes unis, avec les États-Unis. Déjà, en 1995, le président Clinton et le premier ministre Shimon Peres convenaient d'une coopération pour aider à la recherche sur le changement climatique. Pour un projet nommé MEDEX, Israël et la NASA décidèrent alors d'envoyer un astronaute qui réaliserait des expériences dans le milieu spatial. Et c'est le 16 janvier 2003 qu'Ilan Ramon, le premier spationaute israélien, part avec succès dans l'espace avec 6 autres scientifiques dans la fameuse navette Columbia. Sur place, les scientifiques mènent près de 80 expériences dans le domaine de la biologie et de la recherche biomédicale. Mais malheureusement, le voyage va très mal se terminer. En effet, le 1er février 2003, au retour sur Terre des astronautes et durant l'entrée de la navette Columbia dans l'atmosphère, la capsule se désagrège, tuant les 7 membres de l'équipage. Une partie des débris de cette navette, qui avait plus de 20 années de vol, a été retrouvée, ironie de l'histoire, dans la ville de Palestine, une ville du Texas de l'Est aux États-Unis. Mais une tragédie qui ne démotive pas donc les Israéliens, qui ne les a pas démotivés. Bien au contraire, même si cela a pris presque 20 ans, et bien Israël présentait enfin son deuxième astronaute il y a peu. Et il s'est rendu dans l'espace il y a déjà quelques mois, Ethan Steib. On en avait parlé sur Radio J, homme d'affaires israélien, ancien pilote de chasse. Et à mon avis, Israël n'a pas dit son dernier mot.